Nouvelles amitiés, nouveau départ. Les jours et les semaines qui suivirent ma libération furent un cauchemar. Furent un cauchemar. Après mon séjour en prison, j'avais besoin de tranquillité, de paix et d'intimité. Alors que j'étais entouré de gens en permanence et que des réunions avaient lieu presque tous les soirs, je vivais dans un état second. Tout autour de moi me déroutait et me semblait irréel. Mes pensées restaient prisonnières. Mes compagnes de détention hantaient mes heures de veille et de sommeil. Et les bruits de la prison ne cessaient de résonner à mes oreilles. L'ordre « Fermez !» suivi du fracas des portes de fer et des cliquetis des chaînes me poursuivaient à chaque fois que je prenais la parole en public. L'expérience qui me parut la plus étrange se produisit lors d'un meeting organisé pour célébrer ma sortie de prison. Il y avait foule au Thalia Theater, et beaucoup d'hommes et de femmes très connus, issus de différents milieux new-yorkais, y assistèrent pour fêter l'événement. Pourtant, je restais là, assise, apathique, hébété. Je m'efforçais de garder le contact avec la réalité, d'écouter ce qui se passait, de me concentrer sur ce que je voulais dire, mais en vain. Mes pensées ne cessaient de s'échapper vers Blackwell's Island. Insensiblement, les visages blafards et effrayés des prisonnières se substituèrent à ceux du public. La voix rude de la surveillante chef se superposa à celle des orateurs. Je pris soudain conscience de la pression d'une main sur mon épaule. C'était Maria-Louise, qui présidait la réunion. Elle avait appelé mon nom à plusieurs reprises et annoncé que j'étais la prochaine à prendre la parole. « Tu m'as l'air de dormir, » me dit-elle. Je me levai, marchai jusqu'à la rampe et vis le public se mettre debout pour m'accueillir. J'essayais de parler. Mes lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Des silhouettes hideuses à rayures fantomatiques surgissaient de tous les côtés et s'avançaient lentement vers moi. Je me sentis défaillir et me tourner impuissante vers Maria-Louise. À voix basse, comme si je craignais que l'on surprenne mes paroles, je la suppliai d'expliquer au public que j'étais prise de vertige et que je m'exprimerais plus tard. Ed, qui se tenait près de moi, me conduisit dans une loge derrière la scène. Pour la toute première fois, je perdis le contrôle de moi-même et de ma voix, et cela m'a fit peur. D'un ton rassurant, Ed m'affirma que la prison habitait longtemps le cœur de n'importe quelle personne sensible. Il m'encouragea à quitter la ville avec lui et à chercher un lieu calme qui m'apporterait une plus grande tranquillité. Cher Ed, sa voix douce et ses manières tendres réussirent encore une fois à m'apaiser. Peu après, le son d'une voix magnifique parvint jusqu'à la loge. Elle m'était inconnue et je demandai « Qui est-ce qui parle ?» Ed répondit « C'est Maria Rhoda, une jeune anarchiste italienne. Elle n'a que 16 ans et vient tout juste d'arriver en Amérique. » La voix m'électrisait et j'étais impatiente de voir à qui elle appartenait. Je me dirigeai vers la porte s'ouvrant sur la tribune. Je n'avais jamais vu de créature aussi exquise que Maria Rhoda. Elle était de taille moyenne et sa tête bien proportionnée. Auréolée d'une crinière de boucles noires, se dressait un tel lys sur son cou gracieux. Son visage pâle contrastait avec ses lèvres rouges corail. Le plus remarquable étaient ses grands yeux noirs comme du charbon qui brûlait d'une flamme intérieure. La plupart des auditeurs ne comprenaient pas plus que moi l'italien, mais la beauté singulière de Maria et la musique de sa voix soulevèrent dans toute l'assemblée le plus vif enthousiasme. Mais je ne me fis pas d'illusions. Je perçus intuitivement que c'était la jeunesse et le charme de Maria Rhoda qui les avaient fascinés, et non mon discours. Moi aussi pourtant j'étais encore jeune, je n'avais que 25 ans. J'avais encore quelques attraits, mais en comparaison de cette ravissante fleur, j'étais fané. Les douleurs du monde m'avaient mûri au point que je paraissais plus que mon âge. Je me sentis vieille et triste, je me demandais si un idéal élevé, que l'épreuve du feu avait rendu encore plus ardent, pouvait tenir bon face à une telle jeunesse, à une telle beauté éblouissante. Après la réunion, les camarades les plus proches se rassemblèrent chez Justus. Maria Rhoda fut des nôtres, et j'étais impatiente de tout savoir sur elle. Pedro Esteve, un anarchiste espagnol, servit d'interprète. J'appris que Maria avait eu comme camarade de classe Sante Casiero et Cada Negri, l'ardente poétesse de la révolte, avait été leur professeur. Par l'intermédiaire de Casiero, Maria avait rejoint un groupe anarchiste alors qu'elle avait à peine 14 ans. Après l'assassinat du président Sadicardo par Casiero, la police fit une rafle dans le groupe et envoya Maria ainsi que tous les autres membres en prison. Une fois libérée, elle partit en Amérique avec sa jeune sœur. Cependant, quand elles apprirent ce qui m'était arrivé ainsi qu'à Sacha, elles en conclurent que les idéalistes étaient persécutés tout autant en Amérique qu'en Italie.
Maria estimait qu'elle avait du travail à faire auprès de ses compatriotes vivant aux États-Unis. Elle me supplia de l'aider, de devenir son professeur. Je la serrais dans mes bras comme pour parer les coups que la vie allait, j'en étais sûr, porter contre elle. Oui, je serais le professeur de Maria. Son amie, sa camarade. La petite voix sourde de la jalousie qui m'avait tenaillé 1 heure auparavant s'était tue. Sur le chemin du retour, je parlais de Maria avec Ed. À ma grande surprise, il ne partageait pas mon emballement. Il reconnaissait qu'elle était ravissante, mais il jugeait que sa beauté ne durerait pas, et encore moins son enthousiasme pour nos idéaux. Il affirma « Les femmes latines mûrissent très jeunes, et, dès leur premier enfant, commencent à vieillir dans leur corps et leur esprit. » J'observais « Dans ce cas, Maria devrait se garder de faire des enfants si elle veut se consacrer à notre mouvement. » Ed répondit catégoriquement « Aucune femme ne devrait agir ainsi. La nature a créé la femme en vue de la maternité. Tout le reste n'est que non-sens, artifice et irréalité. » Je n'avais jamais entendu Ed exprimer un tel sentiment auparavant. Son conservatisme provoqua ma colère. J'exisais de savoir si le fait que je préfère lutter pour un idéal plutôt que de faire des enfants était aussi un non-sens. J'exprimais mon mépris pour les prises de position réactionnaires de nos camarades allemands dans ce domaine. Je l'avais cru différent. En fait, il était comme les autres. Peut-être lui aussi n'aimait-il que la femme en moi et ne voulait-il que comme épouse et mère de ses enfants. D'autres avant lui avaient nourri de telles intentes. Mais il fallait qu'il sache que jamais je ne serais ainsi. Jamais. J'avais choisi ma voie. Aucun homme ne m'en détournerait. Je m'étais arrêté. Ed s'immobilisa lui aussi. Je vis son air peiné. Mais il se borna à supplier. « S'il te plaît, ma chérie, dépêchons-nous, sinon nous allons nous faire remarquer. » Il me prit doucement par le bras, mes jambes m'en libéraient, et accélérait le pas, le laissant seul. Jusqu'à ce moment-là, ma vie avec Ed avait été pleine et merveilleuse, sans la moindre discorde. Mais voilà que mon rêve d'amour et de camaraderie s'arrêta brutalement. Ed n'avait jamais insisté sur ce qu'il voulait au plus profond de lui-même, sauf quand il avait protesté contre ma participation au mouvement des chômeurs. J'avais pensé alors qu'il se faisait seulement du souci pour ma santé. Comment pouvais-je deviner qu'il s'agissait d'autre chose, de l'intérêt du mal? Oui, c'était bien l'instinct de possession de l'homme qui n'admet d'autre divinité que lui-même. Eh bien, cela ne se passerait pas ainsi, même si je devais renoncer à lui. Tous mes sens le réclamaient passionnément. Pourrais-je vivre sans Ed, sans la joie qu'il me donnait? Las et le moral en berne, je ne cessais de penser à Ed, à Maria Rhoda et à l'histoire de Sante Casero. L'évocation de ce dernier me ramena aux événements révolutionnaires qui venaient de se produire en France. C'était là qu'avaient eu lieu plusieurs attentats. C'était là également qu'Émile Henry et Auguste Vaillant avaient protesté contre la corruption politique et les spéculations frénétiques sur les fonds du canal de Panama. Celle-ci avait entraîné des faillites bancaires qui avaient fait perdre leurs dernières économies aux gens du peuple et avaient semé une misère et un dénuement généralisé. Les 2 hommes avaient été exécutés. L'acte de Vaillant n'avait pourtant eu aucune conséquence fatale, puisque personne n'avait perdu la vie, ni même n'avait été blessé. Et néanmoins, on l'avait condamné à mort. Beaucoup de personnalités autres que François Copé et Émile Zola avaient imploré le président Sadi Carnot pour qu'il le gracie. Il avait refusé, dédaignant même la lettre pathétique de la fillette de Vaillant, une enfant de 9 ans qui avait plaidé pour la vie de son père. Il avait été guillotiné. Quelque temps après, alors que le président Sadi Carnot se déplaçait en voiture, il avait été poignardé à mort par un jeune Italien. Sur le poignard, on avait trouvé l'inscription « Vengeance pour Vaillant ». Cet Italien s'appelait Sante Casero. Il avait battu le pavé depuis l'Italie pour venir venger son camarade Vaillant. J'avais pris connaissance de l'acte de Vaillant et d'événements similaires par les journaux anarchistes qu'Ed m'avait fait passer clandestinement en prison. Le chagrin me venait de me causer ma première dispute sérieuse avec lui. Le chagrin que venait de me causer la première dispute sérieuse avec lui m'apparut alors un minuscule point noir à l'horizon de cette société faite de souffrance et de sang. Défilaient devant mes yeux, un par un, les noms héroïques de ceux qui avaient sacrifié leur vie pour leur idéal, ou que l'on continuait de martyriser en prison. Mon Sacha et les autres. Tous si finement attentifs à l'injustice du monde, tous dotés de tant de noblesse d'esprit, poussés par les forces sociales à faire précisément ce qu'ils abhorraient le plus, à savoir détruire la vie humaine. Enfoui dans ma conscience, il y avait quelque chose qui se rebellait contre ce tragique gaspillage que je savais pourtant inéluctable.
J'avais appris les terribles conséquences de la violence organisée qui, inévitablement, engendre d'autres violences encore. Heureusement, au-dessus de ma tête planait toujours l'esprit de Sacha, qui m'aidait à oublier mes soucis personnels. À ma libération, il m'avait envoyé une lettre, la plus belle jamais reçue de lui. Elle témoignait non seulement de son amour et de sa confiance en moi, mais aussi de son courage et de sa force de caractère. Ed avait gardé des exemplaires de Zuchtschaftsblüten, la petite revue clandestine publiée en prison par Sacha, Nold et Bauer. La volonté de vivre de Sacha transparaissait dans chaque mot, dans sa détermination à poursuivre la lutte, à ne pas se laisser écraser par l'ennemi. Quelle trempe que ce garçon de 23 ans! J'avais honte de ma propre lâcheté. Cependant, je savais que les aspects personnels joueraient toujours un rôle prédominant dans ma vie. Je n'étais pas taillé d'une seule pièce, comme Sacha ou d'autres figures héroïques. J'avais conscience depuis longtemps que j'étais tissé d'une multitude d'écheveaux aux nuances et aux textures antagoniques. Jusqu'à la fin de mes jours, je serais tiraillé entre l'aspiration à une vie privée et le besoin de tout consacrer à mon idéal. Le lendemain, Ed arriva de bonne heure. Extérieurement, il paraissait avoir retrouvé son calme et sa maîtrise du soi habituel. Mais j'avais trop souvent fondé les eaux tumultueuses de son âme pour me laisser trop sonder les eaux tumultueuses de son âme, pour me laisser posséder par son attitude réservée. Il me proposa de faire une excursion. Depuis ma sortie de prison, une quinzaine de jours plus tôt, nous n'avions pas passé une journée entière seuls tous les deux. Nous partîmes pour Manhattan Beach. Malgré l'air vif du mois de novembre et la mer démontée, le soleil brillait de mille feux. Ed, qui n'était pourtant pas un grand bavard, parla beaucoup de lui-même ce jour-là, de son intérêt pour le mouvement et de son amour pour moi. Ces 10 ans d'incarcération lui avaient laissé beaucoup de temps pour réfléchir. Il était sorti de prison croyant tout aussi profondément que lorsqu'il était entré en la vérité et la beauté de l'anarchisme. S'il restait convaincu que nos idées finiraient par triompher, il était cependant arrivé à la conclusion que ce temps était encore loin. Il n'espérait plus voir de grandes transformations de son vivant. Il ne lui restait d'autre possibilité que d'accorder autant que faire se peut sa vie avec ses convictions. Il voulait que je partage cette vie avec lui. Il me voulait avec toute la force de son être. Il reconnut qu'il serait plus heureux si je renonçais à la tribune et consacrais mon temps à étudier, à écrire, ou à exercer une profession. Ainsi, il ne s'angoisserait plus en permanence pour ma vie et ma liberté. « Tu es une personne si déterminée, si impétueuse, me dit-il. Je crains pour ta sécurité. » Il ajouta tout en me suppliant de ne pas me fâcher, qu'il considérait la femme avant tout comme une mère. Il était persuadé que la principale raison de mon dévouement au mouvement résidait dans un désir de maternité non assouvi et qui cherchait un exutoire. « Tu es une mère née, ma petite Emma, tant par ta morphologie que par ta sensibilité. Ta tendresse en est la plus grande preuve. » Ces paroles me bouleversèrent. Quand je trouvai enfin les mots, des mots bien pauvres, pour exprimer ce que je ressentais, je ne pus que lui réaffirmer mon amour, mon besoin de lui, mon envie de lui donner autant que possible ce qu'il désirait. Était-ce un refus de la maternité qui motivait mon idéalisme? Ed avait réveillé mon vieux désir d'avoir un enfant. C'était une voix que j'avais tue en faveur de l'universel, la passion qui absorbait entièrement ma vie. Les hommes, tout en étant pères, peuvent se consacrer à leurs idéaux. La participation de l'homme aux soins de l'enfant ne dure qu'un court moment. La part de la femme dure des années durant lesquelles un seul être l'absorbe à l'exclusion du reste de l'humanité. Je ne renoncerai jamais à l'un en échange de l'autre, mais je lui accorderai néanmoins, à lui, Ed, mon amour et mon attachement dévoué. Pourquoi ne serait-il pas possible pour un homme et une femme de partager une belle vie amoureuse tout en se dévouant pour une grande cause? Il nous fallait essayer. Je lui proposai de trouver un endroit où nous pourrions vivre ensemble, où nous ne serions plus séparés par des convenances stupides. Une maison bien à nous, aussi pauvre fût-elle. Notre amour l'embellirait. Notre action lui donnerait un sens. Ed s'enthousiasma pour l'idée et me prit dans ses bras. Emporté par sa joie, mon amant grand et fort, qui avait toujours détesté la moindre manifestation d'affection en public, oublia que nous étions dans un restaurant. Je le taquinai pour cet abandon des bonnes manières. Il était comme un enfant, joyeux et badin, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Près de 4 semaines s'écoulèrent avant que nous soyons parvenus à réaliser nos projets. Les journaux avaient fait de moi une célébrité, et je compris vite le sens de cette banalité allemande. Man kann nicht ungestraft unter Balmen wandeln, en allemand dans le texte. Note de bas de page. Traduction. Texte de Goethe. On ne peut pas se promener impunément sous les palmes. Fin de citation. Fin de note de bas de page.
L'engouement des Américains pour les vedettes m'était familier. En particulier ces femmes américaines qui poursuivaient tous ceux qui se trouvaient sous le feu des projecteurs, que ce soit un boxeur professionnel, un joueur de baseball, une coqueluche des dames, un époux assassin ou un aristocrate européen décati. Je devins moi aussi une célébrité, grâce à mon emprisonnement et à la place que je me réservais dans les journaux. Et à la place que me réservaient les journaux, excusez-moi. Je recevais chaque jour des piles d'invitations à déjeuner ou à dîner. Tout le monde semblait pressé de, entre guillemets, m'adopter. Parmi le déluge d'invitations, j'appréciais tout particulièrement celle des Swinton. Ils m'écrivirent pour me proposer de venir dîner avec Ed et Eustace. Leur appartement, meublé avec simplicité et goût, regorgeait de curiosités et de cadeaux. J'y découvris un ravissant samovar offert par des exilés russes en reconnaissance du travail infatigable de Swinton en faveur de la liberté des communards français échappés à la férocité de Thiers et de Galifette avec l'éphémère commune de Paris de 1871. Il y avait aussi de belles broderies paysannes de Hongrie, ainsi que d'autres témoignages de gratitude envers ce remarquable libertaire américain doté d'un esprit et d'une personnalité admirable. Homme de grande taille et de port altier, John Swinton nous accueillit un bonnet de soie couvrant ses cheveux blancs. Dès notre arrivée, il entreprit de me réprimander pour mes propos concernant les Noirs en prison. Il avait lu dans le New York World mes révélations sur les conditions de vie au pénitencier. Il appréciait mon article, mais de voir qu'Emma Goldman partageait les préjugés de l'homme blanc contre la race de couleur, fin de citation, lui faisait de la peine. J'étais sidéré. Il m'était incompréhensible que quiconque, et encore moins un homme comme John Swinton, pût déceler dans mon récit des préjugés raciaux. Je n'avais fait qu'attirer l'attention sur la discrimination pratiquée entre des femmes blanches, malades et affamées, et des noirs favorisés. Si ces dernières avaient vu leur ration volée, j'aurais protesté avec autant de rigueur. « Certes, répondit Swinton, mais tout de même, vous n'auriez pas dû mettre ce favoritisme en valeur. Nous autres blancs avons commis contre les noirs autant de crimes que ceux-ci ne sauraient être expiés quel que soit le supplément de bonté manifesté à leur égard. Je ne doute pas que la surveillante soit une brute. Mais qu'elle compatisse avec les pauvres prisonnières noires m'incite à grandement lui pardonner. Je protestai. Mais elle n'était pas motivée par de telles considérations. Elle s'était montrée gentille parce qu'elle pouvait se servir d'elle de 1000 façons absolument abjectes. Swinton n'était pas convaincu. Il s'était étroitement lié aux abolitionnistes les plus actifs. Il avait combattu pendant la guerre de sécession et avait été blessé. De toute évidence, sa sympathie pour la race de couleur l'avait rendu partial. Il était inutile de se disputer plus longtemps, et d'ailleurs Madame Swinton nous appelait à table. Ce furent des hôtes charmants. John, en particulier, se montra bienveillant et exceptionnellement chaleureux. Il possédait une grande expérience des heures... Excusez-moi. Il possédait une grande expérience des gens et des affaires et se révéla une mine de renseignements pour moi. J'appris pour la première fois la part qu'il avait prise dans la campagne pour sauver de la potence les anarchistes de Chicago et la vaillante défense de ses camarades menée par d'autres Américains dévoués au bien public. Je pris connaissance des activités de Swinton contre le traité d'extradition entre les États-Unis et la Russie et le rôle que lui et ses amis avaient joué dans le mouvement ouvrier. Cette soirée chez les Swinton me permit de voir mon pays adoptif sous un nouveau jour. Jusqu'à mon incarcération, j'avais cru que l'Amérique ne comptait pas d'idéalistes, hormis Albert Parson, Dyer DeLune, Voltairine de Cleyre et une poignée d'autres. Je pensais que les hommes et les femmes de ce pays se souciaient seulement des biens matériels. Ce jugement superficiel se modifia sous l'influence de récits de Swinton au sujet de ce peuple épris de liberté qui avait participé à toutes les luttes contre l'oppression et continuait à s'y engager. Swinton m'aida à comprendre que les Américains, une fois réveillés, étaient tout aussi capables d'idéalisme et de sacrifice que mes héros et héroïnes russes. Je quittais les Swinton forte d'une confiance nouvelle dans les possibilités que recelait l'Amérique. Sur le chemin du retour à travers la ville, j'expliquai à Ed et à Eustace que, dorénavant, j'avais l'intention de me consacrer à la propagande en anglais destinée aux Américains. Continuer la propagande dans les milieux étrangers restait, bien entendu, tout à fait indispensable. Mais comme seuls les natifs de ce pays pouvaient accomplir de véritables transformations sociales, il était bien plus vital d'éclairer ces derniers. Nous partageâmes tous les trois ce point de vue. Ed et moi trouvâmes enfin un endroit à nous. Les $150 reçus du New York World pour mon article sur les prisons nous permirent de meubler un appartement de 4 pièces situé dans la 11e rue. Mis à part un lit et un canapé neuf, les meubles étaient d'occasion. Le canapé ainsi qu'un bureau et quelques chaises garnissaient ma tanière. Ed s'étonna que j'insiste sur la nécessité d'une pièce à moi.
Il trouvait déjà difficile que nous soyons séparés durant les heures de travail et vouloir m'avoir près de lui pendant notre temps libre. Mais je tins bon pour garder mon propre espace. L'obligation de partager ma chambre avait empoisonné mon enfance et ma jeunesse. Depuis que j'étais devenu un être libre, j'exigeais de pouvoir m'isoler pendant au moins une partie de la journée de la nuit. En dehors de ce petit nuage, notre vie dans ce nouveau foyer débuta merveilleusement. Bien qu'Ed ne gagnât que 7$ par semaine en tant qu'agent d'assurance, il rentrait rarement du travail sans une fleur ou quelque autre présent. Une belle tasse de porcelaine ou un vase. Il connaissait ma passion pour les couleurs, il n'oubliait jamais de rapporter quelque chose qui rendrait notre appartement plus gai et lumineux. Nous recevions beaucoup de visites, bien trop pour la tranquillité d'esprit d'Ed. Il aspirait au calme et désirait être seul avec moi. Mais j'avais besoin de la compagnie de Fedia et de Klaus, qui avaient partagé ma vie passée et lutté à mes côtés. Klaus ne s'était pas trop mal débrouillé à Blackwell Island, même si sa précieuse bière lui avait manqué. Après sa libération, il avait lancé un journal anarchiste, Der Sturmvogel, en allemand droitex, qui veut dire l'oiseau tempête, dont il était le principal collaborateur, et s'occupait en outre de la composition, de l'impression et même de la distribution. Malgré tout ce qu'il avait à faire, il ne pouvait s'empêcher de faire des bêtises. Ed montrait peu de patience envers mon ami qu'il surnommait le Pechvogel, en allemand dans le texte, veut dire le guignard. Là c'est moi qui rajoute, qui est en référence à Sturmvogel, c'est la même racine de mot. Voilà. Peu après mon incarcération, Fedia avait obtenu un emploi dans une revue new-yorkaise. Il faisait des croquis à la plume et était considéré comme un des meilleurs dans son domaine. Avec son salaire d'embauche de 15$ par semaine, il m'avait aidé financièrement tout au long de mes 10 mois en prison. Gagnant désormais un salaire hebdomadaire de 25$, il insista pour que j'en prenne au moins 10, afin de m'éviter de faire appel à mes camarades, car il savait combien cela m'était insupportable. Il avait conservé son âme loyale, mais avait mûri et pris davantage confiance en lui-même et en son art. S'il voulait préserver son emploi, Fedia estimait qu'il ne devait plus paraître ouvertement à nos côtés. Néanmoins, il s'intéressait toujours autant au mouvement et il ne cessait de se faire du souci pour Sacha. Pendant mon séjour en prison, il avait contribué aux achats pour Sacha, fort limités par ailleurs, puisque les prisonniers du pénitencier de l'Ouest avaient droit à peu de choses. Du lait concentré, du savon, des sous-vêtements et des chaussettes. À l'époque, Ed s'était chargé de cette tâche, mais désormais, je tenais à m'en occuper moi-même. En même temps, je décidai de lancer une nouvelle campagne en faveur de la commutation de la peine de Sacha. J'étais en liberté depuis 2 mois, mais je n'oubliais pas les malheureuses restées en prison. Je voulais faire quelque chose pour elles, et pour cela j'avais besoin d'argent. De plus, je voulais gagner ma vie. Aux grandes dames d'Ed, je commençais à travailler comme aide-soignante. Le docteur Julius Hoffman m'envoyait les patients privés qu'il avait soignés à St. Mark's Hospital avant que je ne quitte la prison. Le docteur White m'avait dit qu'il me donnerait du travail dans mon cabinet, ne pouvant m'adresser directement à des patients. La plupart sont stupides, ils auraient peur que vous les empoisonniez. Le cher homme tint parole et m'employa plusieurs heures par jour. Et j'obtins aussi du travail au Beth Israel Hospital, nouvellement installé sur East Broadway. J'adorais mon métier et je n'avais jamais aussi bien gagné ma vie. Quelle joie de ne plus avoir à trimer sur une machine, que ce soit à la maison ou à l'atelier, et surtout de bénéficier de plus de temps libre pour la lecture et l'action publique. Depuis mes débuts dans le mouvement anarchiste, j'avais rêvé d'avoir une amie, une âme sœur avec qui je pourrais partager mes pensées et sentiments les plus intimes, qu'il m'était impossible de confier à un homme, même à Ed. En lieu et place d'amitié, je ne connaissais qu'antagonisme, rivalité mesquine et jalousie de la part des femmes que je rencontrais. Et cela parce que les hommes m'aimaient bien. Des exceptions existaient bien sûr, Aninette, toujours si généreuse, Natasha Notkin, Maria Louise et 1 ou 2 autres encore. Mais ce qui me liait à elle, c'était le mouvement et non son rapport personnel et intime. L'arrivée dans ma vie de Voltairine de Claire ranima l'espoir d'une belle amitié. Suite à la visite qu'elle m'avait faite en prison, elle avait continué à m'envoyer de merveilleuses lettres de camaraderie et d'affection. Dans une de celles-ci, elle m'avait proposé de venir la voir dès ma libération. Elle m'obligerait à me reposer au coin du feu. Elle serait aux petits soins pour moi. Je ferais la lecture et essaierais de me faire oublier mon horrible expérience. Peu après, elle m'écrivit qu'elle et son ami S. Gordon allaient venir à New York et tenaient beaucoup à me rendre visite. Je ne voulais pas lui dire non car elle comptait beaucoup pour moi,
Mais je ne pouvais supporter de voir Gordon. À l'occasion de ma première visite à Philadelphie, je l'avais rencontré à une réunion de groupe et il m'avait fait mauvaise impression. Étant un partisan de Most, il ne pouvait que me détester. Au cours de cette réunion avec les camarades, il m'avait accusé d'être une perturbatrice du mouvement et d'y adhérer seulement par goût du sensationnel. Il refusait de participer à tout meeting où je serais oratrice. N'étant pas assez naïf pour croire que mon incarcération m'avait rendue plus importante, je ne voyais rien qui ait pu faire changer l'attitude de Gordon à mon égard. Je communiquai cet avis à Voltairine en toute franchise, lui expliquant que je préférerais ne pas voir Gordon. Je n'avais droit qu'à 2 visites par mois. Je ne renoncerai pas à celle d'Ed et réserverai l'autre aux amis proches. Depuis lors, je n'avais plus eu de nouvelles de Voltairine. Mais j'attribuais son silence à la maladie. Après ma sortie de prison, j'avais reçu de nombreuses lettres de félicitations. Non seulement d'amis qui partageaient mes idées, mais aussi de nombreux inconnus. De Voltairine, en revanche, pas le moindre mot. Lorsque je m'en étonnais, Ed expliqua que Voltairine avait été très blessé que je refuse de recevoir la visite de Gordon au pénitencier. Je regrettais d'apprendre qu'une si grande révolutionnaire puisse se détourner de moi parce qu'il ne me plaisait pas de rencontrer un de ses amis. Remarquant ma déception, Ed observa. Gordon n'est pas que son ami, il représente davantage pour elle. Cela ne changeait rien puisque je ne voyais pas pourquoi une femme libre exigerait de ses amis d'accepter son amant. Je trouvais que Voltairine s'était montrée trop bornée pour que je puisse à nouveau me sentir libre et à l'aise en sa compagnie. J'avais perdu l'espoir d'établir de forts liens d'amitié avec elle. J'éprouvais quelques consolations lorsqu'une autre femme, jeune et belle, fit son entrée dans ma vie. Emma Lee, tel était son nom, avait correspondu avec Ed pendant mon emprisonnement et lui avait exprimé son intérêt pour mon cas. Comme elle signait des lettres de ses seules initiales et que son écriture paraissait très masculine, Ed avait supposé avoir affaire à un homme. Imagine ma surprise, me raconta Ed, lors d'une de ses visites, quand une charmante jeune femme est entrée dans ma garçonnière. En plus de son humour exceptionnel, en plus de son charme, Emma Lee jouissait d'une grande intelligence et d'un sens de l'humour exceptionnel. Je m'étais senti attiré par elle dès l'instant où Ed l'avait amenée de me voir en prison. Depuis ma libération, Emma Lee et moi passions beaucoup de temps ensemble. Au début, elle se montra très discrète sur elle-même, mais avec le temps, elle me livra son histoire. Elle s'était intéressée à moi parce qu'elle aussi avait fait de la prison et en connaissait toutes les horreurs. Elle était devenue libre penseuse et s'était affranchie de la croyance selon laquelle seul l'amour cautionné par la loi était légitime. Elle avait rencontré un homme qui lui avait assuré partager ses idées. Il était marié et très malheureux. Il avait trouvé en elle plus qu'une camarade, lui avait-il expliqué. Il était tombé amoureux. Elle l'aimait elle aussi, mais leur relation était devenue vite impossible dans l'atmosphère bigote d'une petite ville du Sud. Ils étaient partis à Washington, où la persécution les avait rapidement rattrapés. Ils projetaient alors de déménager à New York, mais Emma Lee était retournée d'abord dans sa ville natale pour vendre un bien immobilier qu'elle possédait. Moins d'une semaine plus tard, on y avait mis le feu. La maison étant assurée, Emma n'avait pas tardé à être appréhendée et inculpée pour incendie volontaire. Elle avait été reconnue coupable et condamnée à 5 ans de prison. Pendant tout ce temps, l'homme n'avait donné aucun signe de vie, l'abandonnant à son sort et faisant profil bas dans une ville de l'Est. Elle trouvait cette amère désillusion plus difficile à supporter que l'emprisonnement. L'existence à Blackwell Island ressemblait à un paradis, à côté de la vie dans le pénitencier du Sud. À côté de la vie dans le pénitencier du Sud, tel qu'Emma Lee la décrivait. Dans cet antre du diable, les détenus noirs, hommes et femmes, étaient flagellés pour la moindre infraction au règlement. Quant aux femmes blanches, si elles refusaient de se soumettre aux gardiens, elles mouraient de faim. Par leur langage ignoble et leurs actes qui l'étaient encore plus, les gardiens comme les prisonniers créaient une ambiance épouvantable. Emma devait constamment se tenir sur ses gardes afin de contrer les avances du directeur et du médecin de la prison. Une fois même, elle avait failli en arriver au meurtre pour se défendre. Elle ne serait jamais sortie vivante de cet endroit si elle n'avait réussi à faire passer un mot à une amie de la ville. Cette femme attira l'attention d'un certain nombre de personnes qui sollicitèrent discrètement sa grâce auprès du gouverneur et qui l'obtinrent enfin au bout de 2 ans d'emprisonnement. Depuis ce temps-là, elle se consacrait entièrement à la lutte pour transformer de fond en comble les conditions de vie carcérale.
Elle avait déjà à son actif la révocation de ses anciens persécuteurs et coopérait désormais avec la Société pour la réforme des prisons. Emily était une personnalité unique, raffinée et cultivée, dotée d'un grand esprit d'une grande liberté d'esprit, même si elle était peu versée dans la littérature libertaire. Elle s'était affranchie par elle-même des préjugés des sudistes connus contre les Noirs. Le plus admirable pour moi, c'était qu'elle n'avait conservé aucune rancœur contre les hommes. Malgré sa tragédie amoureuse, elle n'avait pas adopté une conception étroite de la vie. Elle trouvait les hommes égoïstes. Il manquait d'égard pour les besoins des femmes, et même les plus libérés d'entre eux ne pensaient qu'à les posséder. Ils étaient néanmoins intéressants et divertissants. Je ne partageais pas son avis sur l'égoïsme des hommes et citais Ed comme exception à la règle. Ce à quoi elle répondit. Il n'y a aucun doute qu'il t'aime, mais... Il n'empêche que ces deux s'entendaient à merveille. Ils se disputaient à propos de tout et de n'importe quoi, mais toujours dans un esprit d'amitié. J'étais leur lien commun. Aucune femme, hormis ma sœur Elena, ne m'aimait autant qu'Emma. Quant à Ed, il manifestait son affection tant de manières différentes que je ne pouvais douter de lui. Je savais toutefois que des deux, c'était Emily qui connaissait le mieux les profondeurs de mon âme. Je rendais souvent visite à Emily qui travaillait au Nurse Settlement, en anglais dans le texte. Logique parce que le texte est écrit en anglais de base, n'importe quoi. Qui veut dire centre d'œuvre sociale. Danbury Street, où il m'arrivait d'être l'invité des femmes qui dirigeaient cette institution. Mademoiselle Lillian Wald, Ladvina Dock et Mademoiselle McDowell furent parmi les premières américaines à s'intéresser aux conditions économiques des masses populaires que je rencontrais. Elles se souciaient sincèrement des habitants de ce quartier. À travers ces femmes, comme ce fut le cas avec John Swinton, je pus connaître de près un nouveau type d'Américains. Des hommes et des femmes idéalistes et capables d'actes nobles et généreux. À l'instar de certains révolutionnaires russes, ils étaient issus de familles fortunées et se consacraient totalement pour ce qu'ils concevaient comme une grande cause. Pourtant, leur travail n'était à mes yeux qu'un simple palliatif. C'est bien beau d'apprendre aux pauvres à se servir d'une fourchette, dis-je un jour à Emily. Mais à quoi bon s'ils n'ont pas de quoi manger? Qu'ils deviennent d'abord maîtres de leur vie et ils sauront comment manger et comment vivre. Elle convenait avec moi que les travailleurs des centres et d'œuvres sociales, assurément sincères, faisaient néanmoins plus de mal que de bien. Ils favorisaient une certaine attitude condescendante parmi ceux-là, même si par cela même qu'ils souhaitaient aider. Ainsi, ils prirent sous leur aile une jeune fille qui avait été active lors d'une grève des confectionneuses de chemisiers et la firent valoir comme la chouchoute du centre. La fille se donna de grands airs et parlait constamment de l'ignorance des pauvres, entre guillemets, qui ne comprenaient rien à la culture et au raffinement. Elle affirma un jour à Emily « Les pauvres sont si grossiers et vulgaires !» et même invita à assister à son mariage qui devait avoir lieu peu après dans le centre. Ce fut un spectacle tapageur, presque vulgaire. La mariée, vêtue d'une parure miteuse, détonnait totalement dans ce milieu. Non pas que les femmes du centre vivaient dans le luxe, car tout était au contraire d'une grande simplicité, bien que de la meilleure qualité. Cette sobriété de l'environnement accentuait la pauvreté honteuse du jeune couple et l'embarras de leurs parents orthodoxes. C'était vraiment pénible à voir, et le pire était la suffisance de la jeune épouse. Lorsque je la félicitai d'avoir choisi comme mari un compagnon de nos subtiles apparences, elle me confia « C'est vrai qu'il est pas mal, mais bien sûr, il n'est pas de mon monde. À vrai dire, voyez-vous, je me suis marié au-dessus de ma condition. » Tout l'hiver, Ed avait souffert d'un problème de pied plat, et le fait de marcher ou de monter des escaliers devenait insupportablement douloureux. Au début du printemps, son état était tel qu'il dut démissionner de son poste d'agent d'assurance. Je gagnais suffisamment pour nous deux, mais Ed refusait d'accepter, entre guillemets, l'aide d'une femme. Mon fier bien-aimé fut contraint de rejoindre les rangs des chômeurs à la recherche d'un travail. Mais dans cette grande cité qu'était New York, il n'y avait rien pour un homme aussi cultivé et connaissant autant de langues. « Si j'étais apprenti maçon, ou tailleur, disait-il, je trouverais du travail, mais je ne suis qu'un intellectuel inutile. » Il se morfondait, perdait le sommeil, maigrissait et se laissait abattre. Ce qui lui gâchait le plus la vie,
c'était de devoir rester à la maison tandis que je partais travailler. Son amour-propre de mâle ne pouvait supporter une telle situation. L'idée me vint à l'esprit que nous pourrions tenter une entreprise dans le genre de notre glacier à Worcester. L'affaire avait bien marché, alors pourquoi pas à New York? Ed approuva le projet et suggéra de passer immédiatement à l'action. J'avais économisé un peu d'argent et Fedia nous en proposa. Des amis nous conseillèrent à Brownsville, quartier en pleine expansion où l'on pouvait trouver une boutique à proximité du champ de course, fréquenté quotidiennement par des milliers de personnes. Nous fixâmes donc notre choix sur Brownsville et y aménageâmes un beau glacier. Des milliers de gens passaient en effet par là, mais justement, ne faisaient que passer. À l'aller, ils pressaient le pas pour arriver et au retour, ils s'arrêtaient à un glacier plus proche que de l'hippodrome. Nos recettes journalières ne couvraient pas nos dépenses. Nous n'arrivâmes même pas à assurer les remboursements hebdomadaires des meubles que nous avions achetés pour notre 2 pièces louées à Brownsville. Un après-midi, un camion arriva pour récupérer lits, tables et chaises, ainsi que toutes nos affaires personnelles. Elle essaya bien de rire de notre triste situation, mais de toute évidence, il était malheureux. Renonçant à notre affaire, nous retournâmes à New York. En 3 mois, nous avions perdu $500. Sans parler du travail qu'Ed, Klaus et moi avions investi dans ce maudit projet. Depuis que j'avais commencé à travailler, comme aide-soignante, je réalisais qu'il me faudrait suivre une véritable formation dans une école spécialisée. Les aides-soignantes étaient payées et traitées comme des domestiques, et sans diplôme. Je ne pouvais espérer obtenir un emploi d'infirmière qualifiée. Le docteur Hoffman me conseilla vivement de m'inscrire à St. Mark's Hospital, où, sur la base de mon expérience, il pourrait me faire dispenser de la première année. C'était une perspective très alléchante, mais il s'en présenta une autre, encore plus séduisante. L'Europe. Ed parlait toujours avec grand plaisir de Vienne, de sa beauté, de son charme. Et de toutes les possibilités que cette ville offrait. Il voulait que j'aille étudier à l'Allgemeines Krankenhaus de Vienne. Dans ce centre hospitalier, en effet, je pourrais faire des études de sage-femme et d'infirmière spécialisée. J'atteindrais ainsi une plus grande indépendance matérielle et nous pourrions également passer plus de temps ensemble. Il aurait du mal à supporter une année de séparation supplémentaire alors qu'il venait à peine de me retrouver, mais il était prêt à me laisser partir, car il savait que c'était pour mon bien. Bien que l'idée parût saugrenue pour des gens aussi pauvres que nous, je fus gagné peu à peu par l'enthousiasme d'Ed. J'étais d'accord pour aller à Vienne, mais j'allais combiner mon voyage à l'étranger avec une tournée de conférences en Angleterre et en Écosse. Je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. J'ai oublié de couper le son. C'est ballot. Bienvenue à toi pour le follow, merci. J'étais d'accord pour aller à Vienne, mais j'allais combiner mon voyage donc à l'étranger avec une tournée de conférences en Angleterre et en Écosse où nos camarades britanniques m'avaient souvent proposé de venir. Ed m'avait trouvé du travail dans l'atelier de menuiserie d'un Hongrois de notre connaissance. L'homme offrit de lui prêter de l'argent, mais Fedia tenait à avoir la priorité au motif qu'il était l'un de mes vieux amis. Il paierait la traversée et m'enverrait $25 par mois durant tout mon séjour à Vienne. Cependant, une ombre obscurcissait le tableau. L'idée que Sacha était en prison. L'Europe était si loin. Ed et Emma Lee promirent de maintenir une correspondance avec lui et de veiller à ses besoins. Sacha lui-même insista pour que je parte. On ne pouvait plus rien pour lui maintenant, écrivait-il. Et l'Europe m'offrirait l'occasion de rencontrer nos grands camarades, Kropotkin, Malatesta, Louise Michel. J'apprendrais beaucoup grâce à eux, et serais par conséquent mieux armé pour mes activités dans le mouvement américain. Je retrouvais bien là mon dévoué Sacha, qui pensait à moi toujours en fonction de la cause. Le 15 août 1895, 6 ans exactement après le début de ma nouvelle vie à New York, je partis en bateau pour l'Angleterre. Ce départ se distingua du tout au tout de mon arrivée dans cette ville en 1889. À l'époque, j'étais très pauvre, et pas seulement en termes de biens matériels. Guère plus qu'une enfant inexpérimentée, je m'étais trouvé seul dans le tourbillon de la métropole américaine. À présent, j'avais acquis de l'expérience, un nom. J'avais vécu de dures épreuves, j'avais des amis. Et, en plus de tout, j'avais l'amour d'une fort belle personne. J'étais riche, et pourtant triste. J'avais le cœur lourd à la pensée de Sacha dans le pénitencier de l'Ouest.
Comme mes moyens ne me permettaient pas de débourser plus de 16 $ pour la traversée, je voyageais cette fois encore dans l'entrepont. Heureusement, les passagers y étaient peu nombreux. Certains n'avaient pas séjourné plus de temps que moi aux États-Unis. Ils se considéraient pourtant comme des Américains, et on les traitait en conséquence avec plus de prévenance que les pauvres émigrants qui, comme moi, avaient pèleriné vers la terre promise en 1886.